cette autre édition de votre émission Economy First sur Africa TV. Le continent africain connaît une croissance continue et ne cesse de se moderniser. Il est nécessaire de comprendre comment mieux transposer ces tendances positives en vue de réduire la pauvreté et d'augmenter l'emploi en Afrique. Chaque année, ce sont entre 7 000 et 10 millions de jeunes qui frappent aux portes du marché du travail, une demande à laquelle il est impératif de satisfaire. À ce jour, on a mené peu d'études systématiques sur le secteur informel, même s'il emploie la plupart des travailleurs africains et qu'il joue manifestement un rôle central dans la mise en forme des perspectives du continent en termes de croissance économique et d'insertion sociale. Selon un rapport publié par le Fonds monétaire international FMI, le marché informel présente 20 à 65 du produit intérieur brut des pays d'Afrique subsahélienne. Le document précise que dans cet espace géographique, l'économie informelle se présente de façon très hétérogène. Artisans, call-box, vendeurs à la sauvette, comptoirs au marché, boutiques du quartier, cordonnerie, transport en taxi ou en mototaxi. Bref, le secteur est vaste et occupe une place considérable dans l'espace économique du continent noir. Toutefois, ce secteur qualifié d'informel souffre d'un manque de considération statutaire et se trouve exposé à toutes sortes de tracasseries administratives qui rend ces activités difficiles au quotidien. C'est à ce titre que nous allons, dans le cadre de cette émission, échanger autour des enjeux du secteur informel en questionnant son rôle sur l'évolution générale de l'économie du continent. Pour discuter sur cette question, nous recevons sur ce plateau un homme, M. Bertrand Fofak, qui a donc décidé de pouvoir partager son expérience et surtout son expertise sur la question du secteur informel dans l'environnement africain. Alors, M. Fofak, bonsoir et bienvenue sur Africa TV. Bonsoir, M. Guy Diafi. Bonsoir aux téléspectateurs de la célèbre chaîne panafricaine Africa TV. Alors, nous voulons rappeler que M. Bertrand Fofak est doctorant en finance des organisations à l'Université de Douala au Cameroun. Il est promoteur du cabinet TAF Conseil, une structure spécialisée dans l'accompagnement en gestion des PME. M. Fofak, une fois de plus, bienvenue sur notre télévision. Et nous allons commencer immédiatement par cette première question qui situe également nos téléspectateurs sur l'environnement du secteur de l'informel en Afrique. Alors, à votre avis, le secteur informel favorise-t-il ou bien détériore le tissu économique en Afrique? Monsieur Guy, il est difficile de parler du secteur informel sans le définir. Ouais. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de confusion, tant dans les milieux scientifiques que dans les milieux empiriques. En réalité, lorsqu'on parle du secteur informel, il faut comprendre par opposition au secteur formel. Tout à fait. Le secteur formel peut se définir simplement comme l'ensemble des activités ou bien d'entreprises connues officiellement. Ouais. Et soit ça peut être par l'État ou par la statistique nationale. Tout à fait. Et nous sommes d'accord, chaque pays a ses instituts qui sont naturellement consacrés pour connaître du secteur, qu'il soit formel ou informel. Tout à fait. Il faut dire, la structure des économies africaines est déjà un problème. Et il faut se le dire, si l'économie, le secteur informel n'impacte pas l'économie en général, franchement, il faut se dire, il y a un problème. Pourquoi? Parce que l'État, qui en fait est le premier agent économique, ouais, a pour rôle de collecter les recettes et de les affecter ou bien de les distribuer d'une certaine façon au niveau des autres agents qui sont les consommateurs et les entreprises. Tout à fait. Donc, les entreprises, si elles étaient formelles, pourraient apporter suffisamment de la ressource nécessaire pour résoudre les problèmes des populations, ouais, des peuples africains. Ouais. Mais aujourd'hui, le secteur informel est, comme son nom l'indique, un secteur qui est presque difficilement identifiable. Par contre, il ne peut qu'avoir des impacts négatifs sur les économies africaines. Alors, vous parlez d'impact négatif et je voudrais donc vous poser la question de savoir quelle est donc la conséquence que le secteur informel engendre sur la trésorerie des États africains. Oui, la
trésorerie des États africains, de la plupart des États africains, est constituée naturellement des ressources fiscales, des ressources douanières et des ressources pétrolières pour certains pays et bien d'autres. Imaginez-vous, Monsieur Guy, lorsque un secteur qui, par exemple, dans le cadre du Cameroun, représente déjà vraiment, si on s'en tient à un certain nombre de recherches, se situe à plus de 60%, qui produit chaque jour, ne peut que impacter très négativement au budget de l'État, qui est d'ailleurs très minime pour résoudre les problèmes qui s'imposent. Bien évidemment, ça veut dire que les recettes qui devraient venir enrichir les caisses de l'État sont plus ou moins dilapidées à cause des activités qui ne sont pas répertoriées et mieux encadrées. Effectivement, parce que ce n'est pas traçable. Alors, nous allons sur ce nous retourner vers la régie pour pouvoir prendre ce premier élément qui nous situe de façon globale sur le secteur informel en Afrique et plus précisément dans la plupart des pays où les activités de basse classe, comme vous pouvez le dire, les activités informelles se développent en marge donc de cette aisance fiscale. Donc nous nous retournons vers la régie pour pouvoir avoir ce premier élément. M. Foufac. Le marché informel représente entre 20 et 65% du produit intérieur brut des pays d'Afrique subsaharienne. Selon le Fonds monétaire international, dans des pays comme l'île Maurice, l'Afrique du Sud ou encore la Namibie, l'économie informelle varie entre 20 et 25% du PIB, tandis que dans d'autres comme le Bénin, la Tanzanie ou le Nigeria, elle varie entre 50 et 65% du PIB. Au nombre des facteurs qui stimulent le développement du secteur informel en Afrique, au sud du Sahara, les charges fiscales et sociales, la qualité des institutions et la taille du marché. Le secteur informel en Afrique représente énormément pour l'économie, pour le social, parce que quand vous regardez, vous prenez le cas du Cameroun, du Tchad, ou bien de l'Afrique du Sud, un peu du Ghana également, généralement là-bas, les pouvoirs publics ne recrutent pas assez. Donc le secteur informel reste encore un bassin, le plus grand fournisseur d'emplois. J'aime bien appeler ça un amortisseur social. La reconnaissance du secteur informel par les États se présente comme un préalable à l'élaboration de politiques publiques. Formaliser les activités de ce secteur est une préoccupation des États. En Afrique de l'Ouest, par exemple, l'informel représenterait environ 75% des emplois. Au Sénégal, des avancées considérables ont été enregistrées. Au Sénégal, le secteur informel est proéminent parce que le dernier recensement des entreprises a montré que 97% des unités économiques sont du secteur informel. Le gouvernement comprend un ministère en charge du secteur informel. Et ce ministère, justement, a mis en place des instruments pour la promotion du secteur informel à travers 3 axes. Il y a la formalisation de ce secteur, son encadrement et son financement. Aujourd'hui, les États réfléchissent sur la mise en place de cadres réglementaires adaptés à la réalité économique de chaque pays. Les régies financières, notamment la douane et les impôts, véritables entrées de devises, ont peu de capacité d'intervention dans le secteur informel. Entre 20 et 60% du PIB des États africains et un peu plus de 75% de représentation dans l'environnement des affaires en Afrique. Monsieur Bertrand Foufac, dites-nous, quels sont les facteurs qui favorisent cette montée en puissance du secteur informel dans les États africains? Oui, Monsieur Guy, pour comprendre ce facteur, il faut aller dans le cadre du Cameroun après la crise de 87. Parce qu'en réalité, après cette forte crise économique qui s'abat sur beaucoup de pays africains, les États ne sont plus capables d'absorber la main-d'œuvre qui, entre-temps, était vraiment formée. Et l'État a décidé de libéraliser l'économie. Et cette libéralisation n'a pas été encadrée suffisamment dans beaucoup de pays. Elle n'a pas été suffisamment encadrée parce que l'État n'avait pas les moyens de l'encadrement. En fait, on s'est retrouvé dans une situation où des personnes, des familles se retrouvant en chômage devraient se battre pour la survie d'abord. Et se retrouvant dans le cadre de la survie, ils étaient obligés de commencer d'abord comme ils peuvent commencer
Et à ce niveau, il fallait l'intervention de l'État, pas pour interdire, mais pour formaliser, je vous en prie, pour encadrer. Cela permettrait à ces personnes de comprendre même la notion de l'entrepreneuriat, parce que lorsque nous parlons du secteur informel, formel, nous sommes dans l'entrepreneuriat. Et par conséquent, en formalisant, ils deviennent traçables. Et parce qu'il est traçable, il est très facile qu'il rétribue à l'État un certain nombre de ressources. Donc, le chômage dû à ce choc extérieur, parce qu'il faut se dire, il y a eu un choc extérieur également qui a accompagné ça. Et ce n'était pas au Cameroun, ce sont des périodes très délicates dans l'histoire de l'Afrique. Et par conséquent, l'entrepreneuriat privé a commencé à germer, a commencé à se développer, mais pas forcément dans le formel. Cette défaillance de l'État a fait que, naturellement, on ne pouvait que avoir les résultats qui ont suivi. La deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose, c'est... elle est proche de la première. Il s'agit de la distanciation entre les gouvernés et les gouvernants. Parce que l'entrepreneuriat, généralement, l'entrepreneuriat est comme un mythe. Ça fait que l'idée vous vient à la tête, vous vous lancez, parfois vous ne savez pas où vous allez, et il faut quelqu'un, il faut les ressources pour vous accompagner. Et cela a engendré une troisième cause. La troisième cause, c'est quoi? L'absence de financement. Puisque cette crise s'est accompagnée des défaillances sur le plan bancaire, et par conséquent, les banques ont commencé à limiter les risques. Les banques ne pouvaient pas, en cette période très délicate, continuer à financer un certain nombre d'activités. Ça fait que des petites activités ont vu leur essor. Vraiment, presque dans toutes les parties de l'Afrique. Et après cela, nous avons un État qui, dans le cadre du Cameroun, par exemple, a, à côté de la crise qu'on n'a pas suffisamment gérée, procédé également à la baisse des salaires, à la dévaluation de 1994. Successivement, beaucoup de fonctionnaires se sont retrouvés dans une posture où leur salaire était divisé par 3. Par conséquent, ils ne pouvaient plus vivre dans le confort, dans le modèle qu'ils avaient choisi dès le départ. Et par conséquent, il fallait décider, il fallait soit abandonner tout et tomber dans la nature, ou faire quelque chose à côté, comme on le dit dans le cadre du Cameroun. Et le marché du noir a commencé. Et on se retrouvait dans une situation où l'État n'avait pas de force également, parce qu'il était d'une façon ou d'une autre cause du problème. Et par conséquent, on se retrouvait dans une posture où il ne pouvait pas faire autrement que de faire ça. Mais la plus grosse erreur n'est pas ça. La plus grosse erreur, c'est que par la suite, après que la situation se soit régularisée un tout petit peu, dans les années 2000, l'État a laissé continuer. Et nous comprenons que dans le cadre d'une politique fiscale oppressive, comme le cas du Cameroun, naturellement, il n'y a pas ce rapprochement entre les promoteurs et l'État. Par conséquent, on ne peut que assister à un développement du secteur informel. Et d'ailleurs, je veux vous dire pour sortir, est-ce que vous imaginez la prépondérance du secteur informel qui, aujourd'hui, s'il faut parler, parce que régulièrement il y a une confusion entre les petites entreprises d'une part et le secteur informel. Toute petite entreprise n'est pas le secteur informel. Mais aussi à ce niveau, l'État n'a pas pu suffisamment encadrer. Par conséquent, vous allez retrouver, selon les dernières statistiques, en tout cas les statistiques produites en 2018, on a l'État, on a 98,5% de petites entreprises au niveau du Cameroun. Et même déjà en 2009, on avait presque 700 grandes entreprises au
Cameroun. Ça devient très compliqué parce qu'il n'y a pas une distance entre la petite entreprise et le secteur informel. Généralement, quand ils ne reçoivent ni subvention, ils ne sont ni accompagnés par les banques et ne sont ni encadrés par l'État. Naturellement, on va voir cette question des ressources tout à l'heure. Mais toujours est-il, je voudrais poser cette question. Est-ce qu'en fait, on parle entre 7 millions et 10 millions d'Africains qui demandent de l'emploi chaque année en Afrique? Est-ce que ce n'est pas la résultante d'un boom démographique qui devient à un niveau insupportable par un État dont la capacité aussi d'absorption de la main-d'œuvre n'est pas aussi limitée? Est-ce qu'il n'y a pas cette question de démographie qui pose aussi problème à ce niveau, M. Fofa? Monsieur Guy, c'est vrai que c'est vous qui posez des questions, mais permettez que je vous restitue la question. Est-ce que en Chine, qui a aujourd'hui plus d'1 milliard de population, on peut dire aujourd'hui que la population est un obstacle? Est-ce que c'est un boom démographique que d'avoir entre 7 et 10 millions en Afrique, que d'avoir 1 milliard 500 millions de population il y a quelques années en Chine? En fait, sur le plan économique, lorsqu'on l'exploite bien, la population est le premier facteur de développement de l'économie. Par conséquent, si c'est bien encadré, nous sommes très sûrs, nous sommes convaincus que nous devons obligatoirement utiliser ça comme la relance à travers la consommation. Parce que lorsque vous êtes dans un environnement où vous pouvez produire et la demande est assez élevée, ça vous encourage et par conséquent, et l'État bénéficie aussi parce que au niveau de la fiscalité, vous allez plus vendre et si c'est formalisé, vous allez plus payer d'impôts et à ce moment, nous pouvons dire que la population devient un atout plutôt qu'un obstacle. Dans le boom démographique, pour moi, pour nous autres qui voyons les choses autrement, ce n'est pas la raison, mais les États ont failli à ce niveau. D'accord, je pense que c'est très bien compris. D'ailleurs, on le dit, la ressource humaine est la première ressource en entreprise, ou bien dans toute société, la ressource humaine est la toute première ressource. Et en même temps aussi, on s'en tient à la théorie de Mao Tse-tung, qui disait qu'un enfant qui naît, c'est certes une bouche à nourrir, mais c'est également 2 mains pour le travail. Et 2 mains pour le travail peuvent naturellement servir pratiquement 4 bouches. À ce titre, nous allons encore nous retourner vers la régie pour pouvoir avoir ce premier élément qui présente la vie d'un jeune Africain qui se bat chaque jour dans la rue pour pouvoir gagner le fruit de sa pitance. Retrouvons-nous pour pouvoir regarder cet élément. Il ne passe pas inaperçu dans les rues et places publiques de Cotonou. Les vendeurs ambulants de friperies font de bonnes affaires avec les citoyens. La satisfaction n'est pas toujours au rendez-vous. Le temps est dur. Le temps est dur. Et pour acheter les friperies et autres, on voit que ici c'est moins cher. Les vêtements achetés sont certes peu moins coûteux, mais qu'en est-il de la qualité? La qualité, bon, c'est vrai, on ne peut pas dire qu'il y a que ça dure trop, mais en tout cas, je suis satisfait de ce que j'achète ici. La durée aussi, ça va. Oui. On trouve les qualités, mais la plupart même de ceux qui vendent, comment dirais-je, après t'apporter autre, la plupart de ceux-là, ils vont chercher des choses là. On trouve encore des choses là, des friperies encore là-bas. La vente de friperies à la sauvette est donc une solution au chômage, mais n'est-elle pas sans danger? Pas sans danger, telle est la question, mais je voudrais poser la question autrement, M. Fofa. Vous vous rendez quand même compte que la plupart des des activités du secteur informel aujourd'hui sont quand même la résultante d'un manque de connaissances ou alors d'un manque de compétences. Les gens se lèvent un jour, l'instinct de suivi les amène à pouvoir engager des activités qui viennent à première vue dans l'esprit. Est-ce que le fait que beaucoup ne soient pas formés se rend compte qu'aujourd'hui, même la plupart des formations en entrepreneuriat, c'est à partir des années 2000 qu'on arrive quand même à avoir des formateurs qualifiés qui arrivent à inciter des populations dans l'entrepreneuriat. Est-ce que ce n'est pas le manque de connaissances ou bien le manque de compétences qui est à l'origine de ce boom en termes de vente à la sauvette et beaucoup d'autres activités du secteur informel, M. Fofa? Monsieur Guy, je vais essayer d'orienter la question autrement pour qu'on comprenne mieux. En fait, il faut poser la question du profil des entrepreneurs. Nous en avons mené des études dans le cadre camerounais surtout.
Et nous pouvons vous dire aujourd'hui que la réalité, nous avons parlé dans la première partie de l'émission de l'encadrement. Oui. Ça fait partie. En réalité, l'entrepreneuriat est une science qui a ses codes, qui a ses règles. On ne peut pas, simplement parce qu'on a une main de vendeurs, comme on le dit en Afrique, ou un talent inné, on réussit forcément. On risque d'être victime d'un certain nombre de phénomènes qui vont se produire. Parce qu'en réalité, à une taille minime de l'activité, parce que les coûts d'entrée et de sortie sont faibles, chacun peut entrer, mais la vérité c'est que quand vous arrivez à un certain niveau dans les affaires, vous êtes obligé de prendre ça comme une science. Vous êtes obligé de vous former. Vous êtes obligé d'augmenter cette entreprise. Vous êtes obligé, quand la demande augmente, de vous conformer aux règles du marché. Par conséquent, vous ne pouvez pas dire, vous allez vous lancer. Au niveau A, on peut accepter. Mais lorsque vous grandissez, vous avez deux options. Soit vous ne faites rien et vous atteignez la taille maximale pour vous. Parce qu'il y a un plafonnement en fonction de votre niveau d'éducation, de votre niveau, votre performance en termes de gestion et beaucoup d'autres. Et même la scolarité, qui vont faire qu'à un moment donné, quand vous allez atteindre votre optimum, vous n'avez plus de choix que de rentrer. Parce que chaque fois que vous allez réinvestir un 5 francs de plus, ça va absorber 10 francs. Parce que vous n'êtes plus à votre niveau. Et c'est à ce niveau que se pose le problème. Parce que le souci de formation, pourquoi comparativement aux pays développés, la PME, la petite et moyenne entreprise, trouve plutôt un chemin flamboyant? C'est parce que c'est pris au sérieux. Des gens peuvent entrer comme ils entrent, mais en réalité, c'est qu'ils respectent des codes une fois qu'ils sont à l'intérieur. Chez nous, on systématise l'informel. Ça veut dire qu'on entre dans l'informel, mais la vision n'est pas de sortir de l'informel. Régulièrement, on est là. Il faut se dire, il y a aussi des avantages pour ceux qui sont là. Nous avons eu, à l'occasion des études, constaté qu'il y a des personnes qui ne sont prêtes, quel que soit ce que vous leur proposez d'aller au formel, parce qu'ils ne voient pas la contrepartie, ce qui bénéficierait des États, des gouvernants et bien d'autres partenaires sociaux, qui savent que sur le plan de l'emploi, s'il part dans les institutions autorisées, signaler son personnel, il risque de se retrouver dans des problèmes plus tard parce qu'il a employé quelqu'un. Parfois, il préfère utiliser des personnes, mais dans l'informel, parce qu'il veut esquiver les organismes sociaux. Parfois, il préfère rester dans ce cadre parce que, en réalité, si l'État se rend compte qu'il avait une boutique, demain, il arrive à un magasin, au lieu de chercher à le tirer, à l'encadrer, parce que c'est un potentiel contribuable, l'État va chercher plutôt à prendre ça comme quelque chose qui est prêt à consommer, alors qu'il n'était pas là quand il s'aimait. Et on est dans un jeu de dupes. L'État ne veut pas travailler, le contribuable, le promoteur ne veut pas travailler. Mais lorsqu'on prend son entreprise au sérieux, si vous voulez être des entreprises peut-être familiales, mais durables, comme Coca-Cola, comme Guinness, sans publicité, naturellement, vous êtes obligé de vous former, vous êtes obligé de vous formaliser, vous êtes obligé d'investir. C'est pour ça, je veux vous dire, pour sortir à ce niveau, que vous allez comprendre que malgré beaucoup de choses qui sont faites, la bourse ne prospère pas, le marché financier de façon générale ne prospère pas dans notre environnement parce qu'il est exigeant. Et le marché financier ne va pas venir aller vers des entreprises qui ne sont même pas, parfois n'ont pas de nom. Parce que vous avez des entreprises en Afrique qui n'ont pas de nom. Mais on a et ça brasse des milliards. Merci beaucoup. Alors, entre 20 et 60, voire 65% pour ce qui est de l'espace économique en Afrique, est-ce que vous n'estimez pas que ça vaut quand même la peine de pouvoir, ça vaut vraiment la peine de l'existence de ce secteur informel qui d'une façon ou d'une autre occupe des gens qui seraient livrés à l'oisiveté
bien au grand banditisme ou bien à toute autre forme de déviance sociale si seulement ces personnes n'avaient pas au moins été occupées par quelque chose. Comme on dit souvent, à quelque chose malheur, bon, bien entre deux mots, il vaut mieux choisir le moins. Est-ce que vous ne trouvez pas que, bien que cela ne soit ainsi, le secteur informel contribue quand même à grande échelle à l'économie de l'Afrique par le fait que cela emploie et dynamise plus ou moins d'autres secteurs d'activité? Très belle question, M. Guy. Je veux vous dire quelque chose. Il y a un problème. Le problème va au-delà du problème institutionnel, mais il va un peu plus au-delà parce qu'on se retrouve là dans un problème même de culture, la culture entrepreneuriale. Quel est le modèle entrepreneurial de l'Afrique? Nous avons copié les modèles européens, nous avons copié des modèles français, nous avons même parfois des enseignants qui ne nous facilitent pas la tâche, nous avons l'État qui copie des modèles. Je veux vous dire, ce n'est pas, on ne peut pas, en l'état actuel, annuler, éliminer le secteur informel en Afrique. Il y a une seule solution, l'encadrer et l'accompagner. L'État, qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui d'être la caution si on voit qu'un entrepreneur, il est dans l'informel, il a le profil, on est son aval, on est sa caution à la banque pour qu'il puisse développer parce que c'est des emplois qui créent. Et ces emplois, qu'ils soient formels ou informels, ce qui est important, c'est que c'est le revenu. Et de façon induite, puisqu'on ne consomme pas l'argent, d'une façon ou d'une autre, il s'approvisionne auprès des grandes entreprises qui payent de l'impôt. Et finalement, on se retrouve dans une situation où, finalement, peut-être à moindre échelle, elle ne contribue pas à la croissance économique, mais contribue d'une façon ou d'une autre parce qu'ils s'approvisionnent. Et comme la structure de notre économie nous oblige à importer pour la plupart de nos produits, il est évident que nous pouvons certes regretter, mais il y a des effets positifs sur le côté informel. Peut-être l'impact n'est pas très significatif, mais il faut d'abord survivre. Il faut vivre. Et nous devons encourager une fois de plus l'État, parce qu'il n'y a que l'État pour faire ce travail. Merci. Alors, c'est à ce titre que nous allons encore nous retourner vers la régie pour avoir cet autre élément. Tout à l'heure, on avait affaire au commerce ambulant, mais cette fois-ci, nous allons voir que le secteur informel n'est pas tout simplement volatile, mais il y en a qui arrivent à s'implanter et à mener des activités génératrices de revenus qui aujourd'hui posent la problématique donc, de leur contribution à l'économie africaine. Suivons donc cet autre élément qui nous plonge plein cœur sur les tables d'un boucher qui a réorienté son objectif vers la vente de la viande à consommation directe. Au Tchad, la vente de la viande sur les voies publiques est un business qui connaît un succès remarquable. Introduit au Tchad vers les années 1990, cette activité informelle fait des chiffres d'affaires qui attirent l'attention des autorités. Selon les experts, la vente de la viande à la sauvette est l'un des marchés les plus dynamiques qui résistent à la crise économique que traverse le pays. Il est vrai que le prix du mouton et du bœuf a baissé ces derniers temps. C'est pourquoi vous remarquez que beaucoup de jeunes s'adonnent à la vente ambulante de viande. Ce qui fait qu'il y a de la concurrence, mais nous arrivons toujours à vendre toutes nos viandes jusqu'au soir. Détenue pour la plupart par les ressortissants du Niger et du Nigeria, la vente de la viande à la sauvette constitue 18% des revenus liés aux produits de l'élevage au Tchad. Le secteur attire de plus en plus les jeunes Tchadiens en quête d'emploi, mais il reste cependant informel. Ces ventes de la viande à la sauvette qui a pris une proportion très exponentielle aujourd'hui dans nos grandes villes, c'est parce qu'il y a eu une baisse d'exportation de la viande. Et donc aujourd'hui, la viande est moins chère. C'est un secteur où on n'a pas besoin d'une technicité avancée ou de plus de capital. Et donc ces personnes en difficulté ou en chômage préfèrent aller chercher à vivre dans ce domaine.
La vente de la viande à la sauvette se substitue ainsi à l'exportation de bétail sur pied, rendue impossible ces derniers temps par la situation sécuritaire aux frontières des pays voisins, grands consommateurs de viande comme le Cameroun et le Nigeria. Selon les spécialistes, la modernisation de la vente de la viande de proximité à travers le pays permettrait aux autorités de recouvrer plus de 10 millions de dollars par an au niveau du trésor public. Alors, M. Fofa, nous venons là de déceler un autre réel problème pour ce qui concerne le business de ces vendeurs de viande qui, auparavant, avaient l'astuce de pouvoir se déplacer dans d'autres pays voisins et d'écouler tranquillement leurs produits. Mais aujourd'hui, il se trouve que l'obligation, compte tenu des situations sécuritaires, les amène plutôt à rentrer dans la sauvette pour pouvoir sauver le petit qui les restait. Alors, à ce titre, je voudrais savoir si peut-être l'insécurité ou bien la condition sécuritaire dans la plupart des frontières de nos pays ne constitue pas un autre obstacle qui amène des gens à pouvoir, au lieu de mourir, se lancer dans d'autres secteurs moins structurés pour pouvoir sauver tout au moins le peu qui leur reste. Oui, M. Guy, ce que vous abordez là, un point très important. Et il s'agit là, bien sûr, de la flexibilité. En réalité, ça fait partie des qualités d'un entrepreneur. Ça devrait faire partie des caractéristiques d'un entrepreneur africain. Pourquoi? Parce que nous sommes sujets à tout type d'intempéries. Aujourd'hui, c'est le Covid-19. Ouais. Il y a 2 mois, personne n'attendait ça. Ça, c'est un choc qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas dire. Ça a entraîné la fermeture de toutes les frontières. Il y a ces bouchers. Ils n'étaient pas en fait des bouchers, ils étaient des nomades. Oui. Mais le fait de décider de vendre la viande telle que nous l'avons vu dans le reportage peut, selon nous, être plutôt un avantage. Un avantage, pourquoi? Parce que, en réalité, aller vendre du bétail à l'état brut, c'est en fait une perte de valeur ajoutée. Oui. En réalité, si ils se réadaptent, parce que ça c'est la réadaptation, c'est une forme de flexibilité, et s'ils décident de transformer cette viande, si vous leur posez des questions, vous serez sûr que vous aurez une réponse selon laquelle ils ont une plus-value. Peut-être en termes de quantité, ils ne pourront pas avoir le même revenu, mais la vérité c'est que lorsque vous êtes dans c'est-à-dire l'économie n'est pas statique, l'économie est dynamique. Et l'économie n'est pas dynamique uniquement de façon positive, mais ça aussi c'est des contingences négatives. Il y a des crises, naturellement ça c'est un choc qui peut ralentir les activités, mais en réalité qui ne devrait pas être vraiment la cause d'une fermeture. Ça doit être quelque chose qui doit être transformé en un atout. Et là, maintenant, ils peuvent décider, parce qu'on continue de consommer les bœufs partout, mais ils peuvent décider d'en sacher, ils peuvent décider de transformer et d'exporter, parce qu'à ce niveau, le risque est moindre. Et nous consommons des conserves qui viennent d'Asie. Nous ne savons même pas où on a élevé ça. Donc, l'Africain, la différence, c'est que nous, Africains, on a un peu ce problème de flexibilité, de réadaptation par rapport au contexte. Parce que le contexte sera toujours changeant. Tout à fait. En positif ou en négatif, merci. Alors, on vient de sortir quand même d'une crise, j'allais dire, d'une situation de confinement général pratiquement dans la plupart des États africains, où ces États ou bien les populations ont été appelées à rester chez eux. Mais on s'est quand même rendu compte que quelques temps après, il y a eu des remous au sein des ménages, des populations qui ne parvenaient plus à supporter, qui étaient pris dans un dilemme, soit rester à la maison et mourir de faim, ou alors sortir et mourir de Covid. Du coup, ces populations ont mené de la pression sur les gouvernants afin qu'on puisse assouplir plus ou moins les mesures en leur permettant de sortir. Et l'un des arguments les plus avancés consistait en la difficulté de trouver de quoi manger. On s'est rendu compte donc que la plupart des économies africaines sont plus ou moins la recherche du pain quotidien, le jour. Est-ce à dire que l'Afrique est un continent où la débrouillardise a pratiquement le dessus sur
l'économie formelle, M. Fofa? Merci. Je vous ai dit à l'entame, la responsabilité première, c'est celle de l'État. Ouais. L'État, un État normal est prévoyant. Un État n'attend pas, anticipe sur les chocs. Ça, c'est un choc. En réalité, lorsque le choc se présente, maintenant, il y a la volonté publique qui conditionne comment on peut gérer ce choc. La décision de déconfinement, en tout cas pour progressif pour beaucoup de pays, n'est pas... en fait, elle est voilée. C'est une décision voilée. Pourquoi? Parce que en économie, on ne jongle pas. En économie, on ne triche pas. Lorsque tu n'as pas les moyens pour accompagner les populations, parce que les États n'ont pas d'argent. Et lorsqu'elles n'ont pas d'argent, lorsqu'elles décident du confinement, parce qu'elles ont peur d'un boom, elles ont peur d'un choc, d'un soulèvement de la population. Oui, parce que quand on a faim, on ne réfléchit pas. D'ailleurs, on a assisté à quelques cas en Afrique du Sud, en Afrique du Sud, pays, voilà, au Cameroun, effectivement. Il y a eu la grogne des transporteurs. Des transporteurs. Bien que ça a avorté. Effectivement, l'État dans son subconscient, c'est que il y a un problème économique. Le problème sanitaire, il est même secondaire. Parce que l'État n'a pas d'argent. Et parce que l'État n'a pas d'argent, il ne peut pas vous dire, n'attendez pas que l'État vous dise que l'argent, les caisses sont vides. Et parce que les caisses ne sont, il ne peut pas vous dire ça, il va trouver des solutions, puisque nous sommes, le Covid est venu nous montrer notre limite. En réalité, on ne peut pas faire de l'épargne quand on n'a même pas ce qu'on peut manger. Et vous convenez avec moi que, naturellement, les États sont conscients de cette situation parce qu'ils en vivent au quotidien. Par conséquent, cette situation progressive, c'est vous dire, ok, comme vous voulez sortir, si on vous freine, il y aura un soulèvement. La question économique est là. L'État n'a pas de moyens. Alors, il pouvait faire appel à des partenaires. Mais rassurez-vous, aujourd'hui c'est très compliqué. On ne peut pas, les États, les organisations internationales ne peuvent pas accompagner jusqu'à une certaine hauteur parce qu'il y a beaucoup de demandes. Tout à fait. Par conséquent, on va se retrouver dans une situation où chacun, comme il s'organise pour vivre au quotidien, devrait à la sortie du confinement progressif chercher encore à se réadapter. Mais ce n'est pas un signe de victoire pour l'État parce que ça devait créer une autre crise qui est cette fois-là peut-être plus dangereuse que le Covid lui-même. Alors, vous êtes promoteur d'une institution qui encadre les entreprises au quotidien, une institution certainement qui conseille les entreprises à pouvoir respecter la réglementation afin de pouvoir mener les activités dans le cadre formel même des affaires dans votre pays. Alors maintenant, la question que je voudrais poser, est-ce que les exigences fiscales, le bail, la lourdeur des démarches administratives ne sont pas des obstacles qui aujourd'hui freinent vraiment ces entreprises à pouvoir se conformer? Est-ce que les conditions sont véritablement remplies sur le plan fiscal pour faire des entreprises pratiquement épanouies dans votre pays? Merci bien. Je suis très à l'aise sur cette question parce que ça fait 10 ans que je m'occupe de ces questions particulières. Tout à fait. En réalité, quand vous vous retrouvez dans cette position-là, vous êtes un peu, c'est-à-dire c'est un peu dérangeant parce que vous savez ce qu'il faut faire. Oui. Mais vous écoutez la réalité du terrain. Il y a une forme d'antagonisme au niveau de la démarche. Qu'est-ce qui se passe réellement? Ce qui se passe réellement, c'est que l'État, on est dans un monde, on est dans la mondialisation, hein, et on voit ce qui se passe ailleurs. Village planétaire. En réalité, vous avez des entreprises qui pour la plupart sont des petites et moyennes entreprises. Ouais. Je vous l'ai dit, à presque 98,5% selon les statistiques récentes. Ces entreprises n'attendent pas pour la plupart même que l'État leur donne de l'argent en espèces. Les Camerounais, pour ceux que je connais, sont pour la plupart des travailleurs. Ouais. Ce sont des gens qui n'ont besoin, comme je l'ai dit à la première partie, ils ont besoin que d'accompagnement. L'accompagnement est multiforme. Lorsque vous êtes un entrepreneur, en réalité, vous avez besoin que
l'agent des impôts, par exemple, qui arrive, peut-être vous donne des conseils, vous oriente, vous dit, vous remercie pour ce que vous avez fait comme effort l'année dernière, vous dit que ne craignez rien, l'État est en train de vous encourager. Et cela peut se matérialiser à travers des politiques publiques, à travers une politique fiscale qui amène un peu des entreprises à comprendre, qui contribuent en fait, ce n'est pas une dépense de payer ces impôts, mais c'est une contribution au développement. Mais nous sommes d'accord, ce que nous ressentons, nous voyons sur le terrain, c'est que il est conscient que les détournements publics, s'il s'arrange à être conforme, il y aura des détournements publics de ces fonds-là. Il est d'accord qu'il va donner, mais en retour, il risque de ne pas recevoir en termes de subvention, en termes d'accompagnement psychologique, parce que ça c'est très important au niveau de l'entrepreneur. À un moment donné, pour beaucoup, ils décident un peu de prendre l'État comme un adversaire. Ils ne sont ni accompagnés par les banques, ni par l'État, et parfois même par les collaborateurs qui jouent pour leur intérêt individuel. Ça devient très compliqué à ce niveau-là. Nous, comprenant les difficultés également de l'État, et comprenant les difficultés de ceux-là, nous essayons au maximum d'éduquer, nous essayons au maximum de les amener, mais à l'État, nous avons aussi, quand on a les occasions, de leur suggérer des choses qu'il faut faire. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose que l'une des actions que nous avons, j'ai personnellement posé, j'ai rencontré un chef de centre dans le littoral, et il n'est pas le seul. Je lui ai fait des propositions par rapport à la rencontre annuelle. Il devait réunir ses contribuables à la fin de l'exercice, essayer de les écouter, essayer de prendre leurs suggestions, voir ce qui ne va pas, quitte à remonter l'information ou bien à faire ce qu'il peut faire à son niveau, parce que la centralisation ne permet pas beaucoup de choses dans ces États. Or, l'entrepreneur se sent délaissé. Et quand il se sent délaissé, parfois, nous voulons le remonter, mais il sent que le pouvoir, l'État devait faire davantage. Parce qu'ils n'ont pas de route, ils cultivent, ils font ce qu'ils vont faire. Ils payent des impôts, mais ils n'arrivent pas à avoir des routes. Vous êtes d'accord avec moi que la motivation n'est pas la même? Tout à fait, tout à fait. Alors, M. Fofak, nous allons très vite passer à cette dernière question, à laquelle je vous invite à donner quelques éléments très très succincts, afin que nous puissions mettre le clé sous l'opération dans le cadre de ce programme. Alors maintenant, l'expression secteur informel, sur sa dénomination, porte en elle-même une connotation péjorative qui traduirait le caractère impropre, illogique ou alors inapproprié des activités qui y sont menées à ce titre. Comment pourrait-on y apporter un toilettage afin que ce secteur puisse véritablement retrouver un cadre de fonctionnement plus approprié et moins discriminant? Quelques mots. Ok, permettez que je vous dise quelque chose. Je ramène également ça au concept d'entrepreneur, par exemple. Monsieur Guy, vous allez dire l'entrepreneur. Est-ce que l'entrepreneur, la femme qui vend son porc à côté de la route, là, peut être qualifiée d'entrepreneur au même titre que cette chaîne de télévision? Non. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que lorsqu'on a ouvert une boutique, on devient subitement entrepreneur? Non. Ça fait que nous, généralement en Afrique, l'un des problèmes qui se pose, c'est le problème de concept. On a un problème même déjà de la définition, que ce soit sur le plan scientifique ou bien sur le plan même empirique. Parce qu'on se retrouve dans une situation où on ne sait pas, quand on dit secteur informel, c'est un foutou. Tout à fait. C'est pour ça qu'à l'entame, j'ai voulu essayer un peu de donner quelques éléments de réponse à titre de définition. Donc, je suis d'accord avec vous. Lorsqu'on parle de secteur informel, c'est beaucoup plus péjoratif. Et nous pensons que l'État, parce que c'est encore lui, il devrait faire un effort à ce niveau pour non seulement stratifier le contenu de secteur informel, parce que on peut dire secteur informel, on peut ne pas changer de nom, mais aller secteur informel première catégorie, secteur informel deuxième catégorie, comme on a dû faire pour les très petites entreprises. Ça permet déjà de faire un regroupement,
Parce que quand on dit entrepreneur, c'est vague. Quand on dit secteur informel, ce n'est pas bon. Quand on dit secteur formel même, ce n'est pas bon. Donc il faut essayer d'avoir nos modèles africains. Il faut éviter ça, c'est des copies de l'Occident. D'accord. Alors, c'est à ce titre que nous allons sortir de cette émission, mais je voudrais rappeler que M. Fofak est doctorant en finance des organisations à l'Université de Douala. D'ailleurs, vous préparez un doctorat en finance, en microfinance. Ah oui. Et également, vous êtes promoteur du cabinet TAF Conseil, basé au Cameroun, qui est spécialisé dans l'encadrement des entreprises au quotidien. Effectivement. C'est dans un champ que vous maîtrisez très bien. Alors, merci infiniment, M. Fofak, d'avoir accepté l'invitation de Africa TV. Mesdames et messieurs, à vous également, merci d'avoir prêté une oreille attentive à ce programme, à cette autre édition d'Economy First sur notre télévision. Je vous rappelle tout simplement que l'émission a été préparée par toute la rédaction de Africa TV, votre chaîne panafricaine, et présentée par nos soins. Ainsi, bonne soirée et à une autre édition sur votre chaîne panafricaine. Au revoir.